Roger Guillaume, bonjour. Alors, on t'avait vu dans l'épisode précédent sur une conférence sur grandeur et décadence de Rome, et te revoilà en été, le vendredi 29 juillet à 18h30 à Caen-sur-Lagly, à la Maison du Chevalier. Tu présenteras l'âge d'or de l'occultisme 1870-1914. Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'occultisme, Roger? Eh bien là, tu commences par la chose la plus difficile. C'est très difficile à définir. C'est une nébuleuse. Et le challenge que je me suis, comment dire, imposé, Ouais. mais avec plaisir bien sûr, le challenge que je me suis imposé, c'est comment présenter cette nébuleuse à des personnes qui ne connaissent pas bien l'occultisme. Ça fait beaucoup de monde en fait. Ça fait beaucoup de monde en fait. Et comme tu peux le voir sur le document qui sera remis aux participants, j'ai constitué un nuage de points, un nuage de mots. Par exemple, on a tradition primordiale, la fraternité universelle, l'initiation, le magnétisme, la Kabbale, très importante la Kabbale, le christianisme primitif, la science des lettres et des noms, les religions orientales, parce qu'on verra que c'est important à cette époque. Oui, parce qu'on voit Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, tu me la lèves de la bouche, effectivement, on va parler d'Elena Blavatsky. La science et l'ombre, et par-dessus tout, en plus gros, ce qui relie tout ça depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, depuis Hermès Trismégiste, Oui, c'est l'analogie. Car c'est l'instrument principal des occultistes pour... tout est dans tout. Tout est dans tout. Le Ce qui est en microcosme bas, voilà, et le est en haut, macrocosme. voilà. Et Dans la table d'émeraude, donc. la table d'émeraude et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, le microcosme, le macrocosme, et surtout avec tout ça, faire le mieux que l'on puisse pour l'humanité. Voilà. Et alors bien sûr, après, pour entrer dans les définitions, ça sera le thème de la conférence, et nous verrons comment les différents personnages que je vais évoquer, comment ils percevaient, eux, l'occultisme. Bon, de façon très primaire, l'occultisme, c'est ce qui est caché. Oui, voilà. Occultus, hein, c'est ce qui est caché. Alors on parle pas de finance ni de politique. Hein. Non, c'est ce qui est caché et que l'on peut arriver à discerner par l'observation, l'analogie, faire des parallèles. Également, le mot occultisme, ça signifie donc des sciences, des méthodes, mais aussi Des rituels. des rituels, oui, également, mais également, ça signifie un état d'esprit. Car, à la différence de l'ésotériste, l'occultiste, lui, croit qu'il est possible d'agir en ce monde. Tandis que l'ésotéristes, et c'est tout à fait honorable, visent un but lointain et inatteignable. Voilà. D'accord. Donc est-ce qu'il y a un côté démiurgique chez l'occultiste Alors, ça peut aller jusque-là. Parce Alors, qu'il y a un côté je recherche du pouvoir quand même. bon, je vais répondre. Il y a deux questions. Recherche du pouvoir, si tu veux, on y reviendra, mais il est évident que pour certains occultistes, et en l'occurrence pour un dont je vais parler précisément à cette conférence, c'est-à-dire Gérard Ancos dit Papus. Oui, celui qui a repris la Kabbale. Alors, Gérard Ancos, d'abord, c'est un homme qui se veut moderne et scientifique. Pourquoi se veut-il scientifique? Parce qu'à l'époque, à cette fin du XIXe siècle, le scientisme est dans tout, et ne pas se déclarer scientifique, c'est être inaudible. Voilà. Donc lui, d'abord, c'est un médecin de formation, il se veut scientifique, et bien sûr, il va travailler sur des anciens systèmes, comme lui, ça va être la Kabbale, le christianisme primitif, la tradition primordiale, et tout ça au travers d'analogies. Mais pour répondre à ta question, lui, il va plus loin. Lui, Gérard Ancos, dit Papus, fait également de la magie.
magie dans le sens important du terme, pas faire des tours de cartes. Il se veut également magicien, mais magicien rationaliste. Oula, ça c'est difficile. C'est antinomique, c'est un oxymore. Voilà, hein, c'est ça. un oxymore, ouais. Donc, il va reprendre donc tout un fond comme ça, donc la Kabbale qui est juive à la base, qui est un parallèle au Talmud qui est dans le Zohar, etc. La Kabbale, en quelque sorte, c'est ce que l'on reçoit, la réception. Ouais. La réception qui vient d'en haut, la réception que l'on reçoit de Dieu par illumination. Pour la Kabbale, il n'y avait pas de problème qu'elle disparaisse. Elle était toujours pratiquée. Parce que la tradition hébraïque, depuis le XIe siècle, pratique la Kabbale, la réception. Mais il y a des choses qui, sans Papus, seraient tombées dans l'oubli complet. Par exemple, l'œuvre au XVIIIe siècle de Louis-Claude de Saint-Martin, l'œuvre également au XVIIIe siècle, avant Louis-Claude de Saint-Martin, de Martinez de Pasquali. Et lui, il a été un coordonnateur, et alors que ces deux philosophes n'avaient rien voulu créer, lui, il a créé, à partir de leurs travaux, le martinisme et le martinésisme. Également, Papus s'intéresse beaucoup aux trois forces essentielles, primordiales, que sont Dieu, la nature et l'homme. Donc, dans l'œuvre de Papus, la nature est très importante. Il est un des premiers à se rendre compte que dans les végétaux, il y a un mode de progression de leurs éléments qui est géométrique. Et ça sera retrouvé par Mandelbrot en 1974 sous la forme des fractales. Mais Papus en parle déjà. Il anticipe, il pressent. Oui, il pressent complètement. Alors, tu me parles de Papus, dont je vais te présenter son guide, qui est un peu plus vieux que lui, c'est Maître Philippe de Lyon. Maître Philippe de Lyon, qui est un grand guérisseur, grand démiurge, grand domaturge. Et Maître Philippe de Lyon, qui était aussi un visionnaire. Et tout ça, ça a influencé Papus. Maître Philippe de Lyon, il y a plus de 100 ans, parlait du fait qu'on n'était pas dans un univers, mais dans un multivers, et qu'il faudrait des millions et des millions d'années, c'est-à-dire pour nous des années-lumière, pour aller jusqu'au plus loin des planètes et soleils existants dans l'univers. Et également une autre théorie de Maître Philippe de Lyon, qui est moins connue que Papus, c'est que tout ce qui se passe actuellement sur notre Terre, toutes les paroles que nous prononçons, toutes les situations que nous vivons, tous les gestes que nous faisons, sont ce qu'il appelait des clichés, voulant dire qu'ils avaient toujours existé ailleurs et qu'ils reviendraient ailleurs. Oui. Le mythe de l'éternel retour nietzschéen. L'éternel retour nietzschéen, autant sur le plan spatial que sur le plan temporel. Voilà. Donc, il y a ces deux personnages, et puis bien sûr, il y a Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, qui est leur contemporaine, à quelques années près, et qui, elle, est une Ukrainienne, mais qui va vivre plutôt en Amérique. Et elle, c'est une vraie médium. Et elle va créer petit à petit la théorie que nous connaissons encore de nos jours, la théosophie. Théos, Dieu, Sophia, la sagesse divine. Alors elle, c'est autre chose. Si tu veux pas plus, les Maîtres Philippe de Lyon sont franco-français. Elle, c'est une internationale. Elle, son trip, c'est l'Orient. Elle va passer la plupart de son temps en Orient, où elle va rassembler ce qui était part, c'est-à-dire rassembler toutes les religions et philosophies orientales qui étaient inconnues à l'époque. Sans Elena Blavatsky, on n'aurait rien su. Et
à partir de ça, elle va créer la théosophie et au travers de 2 livres principaux, très difficiles à lire, très difficiles aussi à se procurer. Un s'appelle Isis dévoilée et l'autre s'appelle La doctrine secrète. D'accord. Voilà. Donc, alors, Helena Blavatsky, c'est un grand personnage. Ils se sont côtoyés avec Papus. Mais on comprend très bien que leur collaboration n'a pas pu durer très longtemps car ils avaient sans doute des égos surdimensionnés. Hein. Ouais, voilà, ça arrive. Hein. Elle, par contre, a eu une élève, Annie Besant. Annie Besant, qui, étant plus jeune qu'elle, et ayant vécu beaucoup plus vieille, Annie Besant a vécu jusqu'à 1933. Ce qui fait que, héritière d'Helena Blavatsky, sur le plan spirituel, on l'a vu agir dans le XXe siècle. Une action caractéristique de ces 2 femmes, qui étaient très amies, très liées, c'est en 1890, quand elles sont à Londres, elles rencontrent le jeune Gandhi qui n'a que 21 ans et qui n'a aucune notion de spiritualité. Il est élève à Londres, Oui. à Eton, et puis il n'a aucune notion de spiritualité, et elles vont le forger. Et c'est elles qui vont lui donner sa conscience nationale d'hindou. Oui. Que lui, il était un jeune homme de 21 ans, comme on est tous, complètement occidentalisé. Et donc, il a repris ensuite, lorsqu'il est arrivé au pouvoir avec beaucoup de vicissitudes, Gandhi, il a d'ailleurs été saboté plus ou moins par les siens, il n'oubliera jamais la théosophie qui va rentrer dans sa philosophie de gouvernance. Voilà. Donc ça fait toute une série de personnages. Alors, on va résumer le pourquoi de la période. 1870, chute du Troisième Empire, du Second Empire, même si c'est Napoléon III. Oui, parce que Napoléon II a été sauté. Voilà. Donc il est même pris à ses dents par les Prussiens. Oui. Commune à Paris. Commune, donc une grande poussée de la laïcité. Et en franc-maçonnerie, on crée des loges plus que laïques et on oublie le grand architecte de l'univers. C'est ça, Mais c'est pour ça. ceux qui ne l'ont pas oublié, c'est l'inverse, on glisse dans l'occultisme. Voilà, je justifie l'introduction. Oui. Alors, Nicolas, bon, tu as tout compris. C'est qu'à partir de 1870, après cette défaite cuisante, car c'est la première fois que la France perdait un territoire, elle en avait toujours gagné. Ouais. Eh bien, il est évident qu'à la Commune de Paris... Donc l'Alsace et la Lorraine, pour ceux qui ne suivraient pas, on perd l'Alsace et la Lorraine. Alors, il faudrait plutôt dire, là j'en profite pour rectifier, l'Alsace et la Moselle. Ah. Car les autres départements lorrains, à part la Moselle, n'ont jamais été occupés. N'ont pas été occupés en 1870. C'est les 2 départements alsaciens et la Moselle. Et donc, effectivement, c'est la Troisième République, qui met d'ailleurs du temps à s'installer, qui en fait ne s'installera vraiment qu'en 1875, avec une voix de plus pour la République à l'Assemblée nationale, c'est tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que va commencer pour le grand combat pour la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, dans lequel les maçons vont participer. Et on peut dire que 80% des maçons ont adopté cette attitude de laïcité, ce qui fait qu'en 1877, ils ont même renoncé à la croyance obligatoire au grand architecte de l'univers. Bon, alors du coup, ceux qui étaient déistes ou théistes, ils se sont retrouvés un peu abandonnés. Ils ont continué minoritairement la franc-maçonnerie déiste. Et de ce fait, il faut savoir que les personnes que j'ai citées, Papus, Helena Blavatsky, Annie Besant, étaient maçons et le sont restés, mais des maçons théistes. Et voilà pourquoi l'occultisme,
n'était pas rejeté à l'époque par les maçons restés théistes, comme il le serait de nos jours, où c'est vraiment deux choses différentes. D'accord. Alors, on se donne rendez-vous le vendredi 29 juillet à 18h30 à Caen-sur-la-Glie, à la Maison du Chevalier. C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert à tout le monde, bien que ça sera une petite assemblée, car le Jeff qui nous reçoit ne peut recevoir pas plus de 20 personnes, bien sûr. Mais cette Maison du Chevalier, je vais en dire un mot. D'abord de Camps-sur-la-Glie. C'est vraiment, quand on franchit les gorges de Calamus, on se retrouve dans un tout autre décor que les Pyrénées-Orientales. On se retrouve dans l'Aude, qui est un département éminemment mystérieux et occultiste. Et Camps-sur-la-Glie, quand on arrive dans l'Aude, on arrive à Cubières-sur-Sinople, ville du dernier Qatar, de Bélibast. Et puis quelques kilomètres après, en se rendant vers Bugarache, on a Camps-sur-la-Glie qui est un village merveilleux, bourré d'histoire, bourré d'inscriptions lapidaires sur les murs. C'est pour ça que je suis très heureux de faire cette conférence occultiste dans un village qu'il est sans doute déjà dans son cœur. Roger Guillaume, merci. Merci bien.